Au Havre, le commandant Croisy a fait au président René Coty les honneurs du France, 97 ans après la mise en service du paquebot du même nom. Avec l'ancien président de la République, 400 invités participaient à la première traversée, la Manche avant l'Atlantique. Une répétition générale en quelque sorte pour le commandant Croisy et ses hommes, et l'occasion de saluer au passage le Liberté. Pour les 400 invités, ce devait être l'occasion de découvrir les aménagements de la cité flottante, longue de 315 mètres, prévue pour recevoir 2400 passagers. Le fumoir des premières classes, par exemple, qui occupe toute la largeur du navire, soit 32 mètres. Les cuisines, dont il suffit de préciser qu'elles sont à la mesure de ce futur palace de l'Atlantique. Sous ce dôme étoilé qui la domine de 5,50 mètres de haut, la salle à manger. La salle de spectacle, la plus grande qui ait jamais été construite sur un navire et qui possède une capacité de 664 places. Tel est le luxe qu'à Southampton, où il ne faisait qu'une courte escale, le France a offert aux personnalités du port britannique et notamment à son Lord-Maire féminin. Une prochaine croisière aux Canaries permettra d'apprécier un peu plus ses qualités et ce sera enfin ouverte la route de New York. Bonne chance donc aux France. 3 semaines ont déjà passé depuis que la capitale du territoire de Goa, Panjim, est tombée au pouvoir des troupes indiennes. Le président Nehru ayant jeté 30 000 hommes sur la très ancienne possession portugaise que défendaient 3 000 hommes, les Portugais ont été écrasés et Goa est tombée au bout de 36 heures. Surmontée aujourd'hui des couleurs indiennes, l'ex-résidence du gouverneur portugais est devenue le quartier général du chef de l'armée d'occupation. On sait que Goa vivait à l'ombre du drapeau portugais depuis 450 ans. Si l'apôtre traditionnel de la non-violence n'a pas hésité devant un coup de force pour occuper Goa, à l'encontre de toute loi internationale, on peut se demander que peuvent vouloir dire les déclarations coutumières de M. Nehru touchant l'emploi de la force. À ce propos, le Pakistan, dont Karachi, la capitale, offre le spectacle pittoresque d'une ville que se partagent les images contrastées d'un passé millénaire et d'un présent très actuel, s'émeut devant certaines menaces venues de concentration de troupes indiennes aux abords de la frontière du Cachemire. Le souvenir semble bien passé des jours de 1953, où M. Nehru venait rendre visite au chef du gouvernement pakistanais, M. Mohamed Ali. Le temps des embrassades qui succédaient à la décision de l'ONU réclamant un plébiscite des populations du Cachemire, plébiscite qui n'eut d'ailleurs jamais lieu, s'est rapidement évanoui. Le Pakistan, pays musulman, craint de revoir les jours de 1947, où les forces indiennes reprirent par la force possession de territoires dont la population musulmane voulait rejoindre l'État pakistanais. L'intervention de l'ONU en 1949 laissa les adversaires en présence le long d'une ligne d'armistice, frontière dont le provisoire dure encore. Depuis, le Cachemire est resté entre les deux États une pomme de discorde. M. Nehru va-t-il vouloir à nouveau trancher par les armes une vieille querelle ? Vieux fer, pas mort. Les œuvres que Roger-Louis Dupuis a exposées dans une galerie parisienne ne sont rien d'autre en effet que de vieux outils ou de vieilles ferrailles qu'il a glanées un peu partout. Mais il a ajouté à leur présentation ce petit rien qui s'appelle le talent. Et ces vieux fers maintenant vivent. Un groupe de hachoirs, voici 8 jeunes aigles. 3 socs de charrue, des conspirateurs. Pelle, grappin, pique-feu et soc, du Guesclin. 2 fers à cheval et un gond de vieille porte, Ferdinand le taureau. Une pelle à sable, une pelle à foin, Adam et Ève. Des marteaux de géologue, le Ku Klux Klan. 2 cisailles, 2 fils à plomb, les clowns. Vieux fer, pas mort en effet, et si peu qu'on peut les substituer à des scènes quotidiennes. Soyez sage, dit maman. L'autostop. Un brin de conduite. La partie de pétanque.
Paris, c'est un peu la capitale du football breton. Il y avait près de 20 000 Bretons, en effet, sur les 35 000 spectateurs du Parc des Princes qui ont assisté au match de Coupe de France Rennes Racing Club de Paris. C'est sans doute pour cela que les Rennais, maillot foncé, ont marqué le premier but. Durant la première mi-temps, ils ont donné l'impression qu'ils pouvaient battre les Parisiens grâce à un football pas compliqué, mais efficace dans sa conception. Les choses ont changé en deuxième mi-temps. Sur cette action, Sénac, numéro 10, tire au but. Ujlaki, bien placé, dévie la balle. Les Parisiens égalisent. Deux autres buts parisiens vont suivre, bien que les Rennais n'aient à aucun moment baissé les bras, bien au contraire. Deuxième but dans un angle impossible signé Bolini. Et le troisième, c'est encore lui qui va le signer après une descente de Milutinovic. 3-1, le Racing est qualifié pour les 16e de finale. Il ne s'agit pas là d'une autoroute américaine. Ce réseau routier ultramoderne est situé aux portes d'Abidjan. Abidjan, carrefour du sport africain, à l'occasion des Jeux de l'amitié, auxquels ont participé également les athlètes français. La France se devait d'apporter son concours à ses amis d'Afrique noire. Ainsi, durant une semaine, Abidjan s'est transformé en capitale olympique. Ces magnifiques installations sportives sont sorties de terre en moins de 3 mois, ce qui constitue un exploit assez rare. Le président Houphouët-Boigny et M. Maurice Herzog ont présidé cette première grande confrontation du sport africain et français. Et maintenant, défilé des délégations pour marquer l'an 1 des Jeux de l'amitié qui deviendront peut-être un jour les Jeux olympiques de l'Afrique noire. Le palais des sports parisien est archi-comble pour le combat de poids moyen Vanucci-Annex. Annex, toujours puissant, se met rapidement en action. Vanucci, le Corse, son adversaire, culotte noire à bande blanche, qui a beaucoup de supporters dans la salle, lui impose un combat violent, rapide. Il ne s'agit pas là de deux stylistes, mais de boxeurs de tempérament qui se rendent coup pour coup. Ce travail de démolition réciproque ne donne finalement aucun résultat, les deux boxeurs restent debout, le combat va jusqu'à la limite. Il n'y a en définitive ni vainqueur ni vaincu, mais pour Annex, l'issue de ce combat aura été dramatique, le verdict à peine rendu, on lui apprenait la mort subite de son père. Dans les arènes du Pardo, les aficionados madrilènes ont participé bien malgré eux au plus gros gag tauromachique de l'année. Et pourtant, ils étaient venus avec l'espoir d'assister à la consécration d'un futur grand matador, on le leur avait dit du moins. Ce futur grand matador, Cordobes, a rapidement transformé la novillada en charlotade, c'est ce que ne lui pardonneront jamais les amoureux de la corrida. Il est vrai que sans le vouloir, Cordobes s'est moqué d'eux. En revanche, pour ceux qui ne sont pas puristes, le numéro de Cordobes ne manque pas de saveur. C'est peut-être là le début d'une nouvelle vague de matadors. Remarquez que Cordobes veut à tout prix triompher du taureau, que lui importent les moyens. Dans cette aventure, Cordobes a au moins gagné une chose, il a mis les rieurs de son côté.